Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclus du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je découvre une œuvre d'art, une œuvre qui me plaît, qui retient mon attention, musique, plastique ou littéraire, c'est comme une rencontre, amicale ou amoureuse. Je la comprends, elle me comprend, elle m'est familière, elle me surprend, elle est autre. Elle est un peu moi-même, je sens une complicité instantanée, un dialogue s'instaure, une conversation. Vous savez, ce genre de conversation qu'on peut continuer à avoir dans sa tête avec quelqu'un qui n'est pas là, qu'on vient de quitter et qu'on reverra, quelqu'un qui nous occupe. Elle est ce que je désirais sans le savoir, elle fait naître mon désir, elle me rend plus puissante, elle me donne de la joie, elle peut devenir une âme sœur. Je fais connaissance avec toute la galaxie qui l'entoure. J'aime ce qu'elle aime. Elle m'accompagne. Elle devient essentielle à ma vie, à mon existence, à ma personne. Elle fait partie de moi. Je découvre le monde avec elle parce qu'elle m'ouvre un nouveau monde. Je deviens une autre. Comme ça, un jour, je me suis même mise à vraiment regarder un match de foot et à m'y intéresser étrangement. Parfois, j'arrête l'exploration avant d'avoir fini le premier tour. C'était d'un malentendu. Et parfois, au bout d'un moment, je me lasse. Ce qui était familier est devenu banal. Je n'ai plus envie de la fréquenter. J'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Et parfois, je fais un tour, 2 tours, et je ne me lasse pas. Et je découvre chaque fois quelque chose de nouveau. Ce soir, je vais vous lire le début d'un roman qui raconte un moment de la vie du sculpteur Michel-Ange. C'est Pietra Viva de Leonore de Recondo. Dans une pierre vive, l'art veut que pour toujours y vive le visage de l'aimé. Michelangelo Buonarroti, Madrigal à Vittoria Colonna, 1540-1545. Andrea. La lumière entre par les fenêtres en ogive. Michelangelo joue avec les particules de poussière qui, projetées par le faisceau lumineux, viennent se cogner contre la table en marbre. Les mains agiles du sculpteur passent de l'ombre à la clarté sans se lasser. Il attend. Frère Guido est venu le chercher dans la matinée en lui disant que l'un des leurs était mort et que le supérieur lui permettait de l'ouvrir. Guido n'emploie jamais le mot disséquer. Par respect, dit-il, pour le trépassé, mais aussi pour les vivants qui se doivent de l'étudier avec religiosité. Michelangelo continue de caresser la lumière quand il entend les pas s'approcher. Il ne lève pas les yeux vers la porte. Il connaît parfaitement l'enchaînement des gestes que les frères commencent. Presque une danse. Guido arrivera le premier et, après un bref salut, indiquera le sexe et l'âge du défunt. Frère Andrea et un autre moine entreront à leur tour. Ils porteront le corps recouvert d'un linceul blanc qu'ils déposeront délicatement sur la table en marbre.
Guido récitera une petite prière et, après le dernier Amen, le silence s'installera. Andrea voudra rester pour voir ce qui demeure à l'intérieur du corps quand l'âme s'en est en allée. Mais Guido lancera son inéluctable « Mes frères, laissons le maître à son travail. Allons rejoindre le nôtre. » Et Michelangelo se retrouvera seul dans ce face-à-face qui ne l'émeut plus. Une fois seulement, il a refusé d'inciser. Derrière Guido, Andrea portait sous un drap blanc, serré contre sa soutane, une forme minuscule qui semblait plus légère que l'air. Michelangelo a simplement dit que cela lui était impossible, qu'aucun être ne pouvait se dissimuler sous le linceul. Et Andrea lui a répondu « Comme je vous comprends, maître. » L'âme de l'enfant, en s'arrachant du corps pour s'élever vers le ciel, a pris avec elle une bonne partie des chairs. C'était la première fois que Michelangelo entendait la voix d'Andrea. Il ne sait pas s'ils se sont parlé depuis. L'entendre ne l'intéresse pas. Ce qu'il aime, c'est le regarder. La porte s'ouvre. Ils entrent. Michelangelo ferme les yeux. Il attend les informations concernant le cadavre. Mais les pas s'arrêtent à peine le seuil franchi et aucun son ne vient briser le silence. Il ouvre les yeux. Il y a Guido et derrière lui 2 frères qui portent le corps. Andrea n'est pas là. Le cœur de Michelangelo se serre. Une pensée lui traverse l'esprit. « Eh bien, frère Guido, que se passe-t-il » ? « Maître, je ne trouve pas de mots. Jugez par vous-même. » Les 2 frères posent le cadavre sur le marbre. Le corps sous le drap est encore souple. La mort doit dater de peu. « Frère Andrea n'est pas avec vous ce matin ?» Le regard de Guido élude la question. Il entame la prière. Le cœur de Michelangelo se serre un peu plus. Il chasse une nouvelle fois l'idée qui le taraude. La prière est finie. Les frères restent, incapables de revenir sur leurs pas, de s'éloigner. Michelangelo hésite à attendre leur départ pour commencer la dissection. Le poids du lin décide pour lui. Dans un bruit sec, un pan du tissu tombe, dénudant une jambe d'homme. Michelangelo la regarde attentivement. Les poils sont longs et blonds. L'intérieur du genou est recouvert par un léger duvet. La cuisse est vigoureuse. Il n'a pas besoin de l'inciser pour sentir la densité des muscles attachés à la rotule. Le pied est fin, les ongles sont propres et parfaitement coupés. L'homme était jeune, 20 ans peut-être. Michelangelo a complètement oublié la présence des frères. Il touche le mollet. Comme il l'avait deviné, la peau est souple, à peine cireuse. Le cœur de Michelangelo bat à tout rompre. Avec délicatesse, il découvre entièrement le corps. Le sexe est caché par un linge. Il ne regarde pas le visage, pas encore. L'idée qui cherchait à s'immiscer a maintenant envahi son esprit. Le torse est imberbe. Les tétons, couleur corail, hissés sur leurs petits monticules de chair, flottent sur la peau immaculée. Les proportions du corps sont parfaites, telles qu'il les avait imaginées. « Andrea, c'est toi qui gis sous mes yeux, n'est-ce pas ?» Comment résister plus longtemps à l'envie de regarder le menton, la bouche, le nez et les paupières closes, définitivement closes. Un râle s'échappe de la gorge de Michelangelo et va frapper la voûte. Ce bruit extirpe les frères de leur immobilité. Guido tend une petite Bible à Michelangelo. « Il a laissé cela pour vous, maître. » Le sculpteur reste muet. Il aimerait demander ce qui s'est passé, ou tout simplement pourquoi. Mais il n'y arrive pas. Rien à part ce râle. Les frères s'éloignent. Michelangelo est maintenant seul dans le silence de la pierre.
Il range sa lame et la petite Bible dans sa besace. Jamais il n'a touché le visage d'Andrea. Comment pourrait-il à présent ouvrir son corps? Andrea, tu es la beauté à l'état pur, la perfection des traits, l'harmonie des muscles et des os. Quand il l'a vu porter un cadavre la première fois, il a cru à une allégorie du Christ. Sa jeunesse, sa beauté lumineuse, sa force à soulever si franchement la mort ne pouvaient faire de lui que le Fils de Dieu. Et puis il y avait son regard, bleu sans peur, direct comme la foudre du jugement dernier. Michelangelo est venu disséquer dans la morgue de ce couvent romain pour le simple plaisir de contempler Andrea. Ils se sont à peine parlé et, malgré cela, Michelangelo a aussitôt reconnu son corps nu, maintenant sans éclat. Il le regarde une dernière fois et l'abandonne à la poussière du faisceau lumineux qui vient rebondir sur son torse. Il répète doucement « Andrea, tu es la beauté à l'état pur, la perfection des traits, l'harmonie des muscles et des os. » Le voyage. Michelangelo, bouleversé, ne peut pas rester un instant de plus à Rome. Il partira seul. Son assistant le rejoindra plus tard à Carrare. La commande que lui a faite le pape quelques semaines auparavant lui donne une bonne raison de fuir. Là-bas, il oubliera. Il en est presque sûr. Dans son sac en cuir, il met quelques habits chauds. Le printemps dans les montagnes peut être humide et froid. Une paire de chausses en peau de chien, ses ciseaux à marbre préférés, le petit livre de Pétrarque que lui a offert Lorenzo de' Medici, dont il ne se sépare jamais, un carnet à croquis et la petite Bible d'Andrea, qu'il n'a pas encore ouverte. Michelangelo est prêt. Son voyage vers Carrare dure plusieurs jours. D'abord en bateau, puis à cheval à travers les montagnes. Quand il arrive au port le plus proche des carrières, il lui reste une bonne journée de route. L'embarcation accoste le soir et Michelangelo prend une chambre dans une petite auberge qui donne directement sur les quais. Il s'assoit sur son lit et écoute le roulis des vagues s'éloigner peu à peu. Quelques instants auparavant, il a commandé son dîner. La patronne le lui monte, il ne veut pas être avec les autres dans la grande salle, il préfère rester seul. En mangeant la soupe de poisson, il songe au jour dernier. À force de scruter la mer, il a réussi à vider son esprit. Presque à oublier Andrea. Maintenant que les montagnes sont proches, il sait qu'il va pouvoir s'abandonner au travail, aux discussions avec les tailleurs de pierre afin de repérer le marbre parfait. Il sait aussi que cette recherche exaltante l'apaisera. La dernière fois qu'il est venu à Carrare, il a trouvé le bloc de sa Pietà de Rome. Entre des dizaines, il a su d'instinct que celui-là était le bon. Il l'a acheté une fortune. Les carriers sont âpres en affaires, mais il ne le regrette pas. Cette sculpture a établi sa renommée. S'il est là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et le pape n'a pas été avare. Il a en poche 1000 ducats pour acheter les marbres nécessaires à son tombeau. Dans son carnet, il a déjà dessiné plusieurs esquisses. Jules II l'a exhorté à laisser son génie s'exprimer. En y repensant, Michelangelo sourit. Le mot « génie » est à la fois bref, louangeur et inutile, mais dans la bouche d'un homme si puissant, il est le signe d'une confiance absolue, devant laquelle on ne peut que s'incliner. Le sculpteur s'est agenouillé, a baisé la bague du souverain pontife en le remerciant, en lui disant qu'il tâcherait d'être à la hauteur de leurs espérances mutuelles. Michelangelo ne doute pas de son imagination.
tant elle foisonne à chaque instant. Mais le marbre, trouvera-t-il les blocs adéquats? Il est impatient de s'attaquer à la montagne. Dans ces moments d'euphorie, son esprit chasse tout ce qui est étranger à son œuvre, même le corps sans vie d'Andrea. Il s'installe confortablement sur une chaise près de la fenêtre. Le bruit du ressac envahit à nouveau l'espace. Il boit une gorgée de vin et prend le petit livre que lui a offert Lorenzo. Il laisse les pages s'ouvrir à leur guise. Soudain, sous ses yeux, une l'éloge de la vie, comme la nuit celle du jour. C'est exactement ce qu'il ressent, depuis toujours ou presque. Et si la mort d'Andrea l'a précipité vers les montagnes, c'est pour tenter d'extraire la lumière de l'abîme. Michelangelo caresse les mots de sa bouche. Il les prononce sans émettre aucun son. Il en dessine les contours avec ses lèvres, qui sourient toujours, puis boit une nouvelle gorgée de ce vin rouge des coteaux de la région, corsé et rustre. Demain, je serai à pied d'œuvre. Il fait froid dans la petite chambre, il se lève et marche pour se réchauffer. La fatigue du voyage s'abat brusquement sur lui. Avant de se coucher, il déchire un petit bout de papier de son carnet et marque la page du livre. Le sculpteur ne prend pas la peine de se déshabiller. Il se glisse directement sous l'amas de couverture, ne dépasse que son front et ses yeux clos. Sans qu'il ait le temps de s'en apercevoir, la magie du rêve l'emmène des années en arrière, lors d'un dîner chez Lorenzo, quand tous se retrouvaient à sa table le soir. L'hôte est là, bien entendu, mais aussi ses fils, des peintres, des musiciens et des penseurs. Tous ceux que Lorenzo juge comme étant l'élite culturelle de Florence. Michelangelo a tout juste 17 ans. Le plus souvent, il se tait et s'abreuve du savoir des autres. Pico della Mirandola est beau, élégant, parle une vingtaine de langues. Ce soir-là, il s'exprime dans un idiome que personne ne comprend, mais cela ne l'empêche pas de disserter tout son soul. Lorenzo lui répond dans une langue tout aussi incompréhensible, et ainsi les échanges fusent entre les convives sans qu'aucun ne soit intelligible. Michelangelo n'y voit rien d'anormal et continue de goûter les mets qui se succèdent. Des terrines de gibier sculpté, de somptueuses volailles, des pyramides de légumes décorées de fleurs que les domestiques présentent avant de les servir. Et soudain, Andrea est debout, devant eux. Dans son plat à lui, une belle cuisse d'homme rôti. Il s'incline et annonce « Giuseppe, 25 ans ». La tablée ne s'étonne pas, aucune exclamation de surprise. Les discussions en langues inconnues se poursuivent. Michelangelo se réveille en sursaut. Je vous ai lu les premières pages de Pietra Viva de Léonore de Recondo, un roman paru chez Sabine Vespizer en 2013. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.